Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous à cette deuxième webconférence d'Octobre Rose organisée par Dis-moi Santé et Mon Réseau Cancer du Sein. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour parler du lien ville-hôpital et le nouveau rôle des pharmaciens. Effectivement, nombreuses femmes vont avoir des traitements à long cours dans ces pathologies, dans le parcours de soins. Et donc, on souhaitait s'interroger sur comment ça se passe en pratique quand un médecin va faire l'ordonnance et laisser sa patiente aller le chercher à l'hôpital, quelles informations il va donner, comment il va gérer ce suivi entre guillemets un peu plus à distance, et puis comment ça se passe avec le pharmacien quand lui va délivrer les molécules orales, et puis aussi avec tout le nouveau rôle des pharmaciens sur les entretiens d'oncologie, etc. Donc, nous avons le plaisir ce soir d'avoir avec nous le docteur Martin Babot. Bonjour, docteur Martin Babot. Donc, vous êtes oncologue médical à l'hôpital privé des Côtes-d'Armor, et donc vous allez nous expliquer justement comment vous faites en pratique quand vos patientes quand vous leur prescrivez des molécules orales. Et puis, le docteur Gravoulet. Bonjour, docteur Gravoulet. Vous êtes pharmacien à l'Aire, dans l'autre côté de la France, donc à l'est de la France, et donc vous êtes l'autre côté du lien ville-hôpital, vous êtes la ville, et donc vous allez nous expliquer tout ça. Merci à tous les deux d'être avec nous. Je laisse l'introduction à Laure. Alors bonsoir, nous on est très contents effectivement avec Patient Réseau et Mon Réseau Cancer du Sein ce soir d'aborder ce grand sujet du virage ambulatoire. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a de plus en plus de personnes qui sont soignées pour des cancers et qui vont avoir des traitements qu'elles vont aller chercher non pas à l'hôpital où on continue à faire la chirurgie, la radiothérapie, à recevoir certains traitements, notamment chimiothérapie, immunothérapie. Mais pour beaucoup de traitements qui se développent énormément, des traitements oraux, on va de plus en plus chez le pharmacien d'officine. Et finalement, ça pose des questions à tout le monde, hein, les médecins d'un côté, les pharmaciens de l'autre et les médecins traitants, mais aussi les patients. Et donc, ce soir, on a proposé à nos orateurs de prendre un peu deux grands champs. Celui d'expliquer finalement comment on va accompagner l'hormonothérapie des patientes qui donc ont un cancer du sein localisé, qui va nécessiter un traitement donc après l'hôpital pendant souvent plusieurs années avec de l'hormonothérapie. Aujourd'hui d'ailleurs avec parfois des associations. Et l'autre champ, c'est toutes les thérapies orales qui sont proposées, notamment pour les patientes qui vivent avec un cancer du sein métastatique, mais avec donc plusieurs molécules, là aussi, qu'on va pouvoir aller chercher en ville. Et notre association s'est penchée sur cette question depuis 2017, en fait, parce que dans la vraie vie, c'est beaucoup les patientes qui font le lien. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît d'arriver chez le pharmacien avec parfois le sentiment qu'il connaît pas toujours bien le traitement, ou est-ce qu'on va avoir le même niveau d'accompagnement si c'est pas l'hôpital. Enfin, ça crée beaucoup de questions. Et aujourd'hui, il y a des innovations. Les soignants travaillent ensemble. Il y a des innovations digitales. Il y a de la télésurveillance qui se développe, mais il y a aussi des parcours d'accompagnement. Donc, on va, en plus du digital, mettre vraiment les gens en lien. Et notre association est impliquée notamment dans un article 51 qui s'appelle Aquadum Picto, qui est dans le Grand Est, qui justement, pendant plusieurs années, là on a encore 1 an d'expérimentation, va chercher à montrer la pertinence. Donc, on aura des résultats intéressants à vous partager. Voilà, il y a d'autres expérimentations en France, notamment sous le nom d'Oncolink, avec plusieurs solutions possibles. Mais voilà, l'idée c'est de décrypter tout ça ce soir avec donc le docteur Martin Babot et le docteur Gravoulet. Je vous rappelle que vous pouvez vous poser vos questions idéalement dans l'onglet questions. Avec Oriane, on pourra les reprendre tout à l'heure pour les poser à nos orateurs. Et puis dans le chat, n'hésitez pas à nous dire par exemple de quelle région vous êtes, puisque vous voyez que là on a à la fois le Grand Ouest et le Grand Est, et que nous avec Oriane on est au milieu en Île-de-France, en tout cas ce soir. Voilà, donc bonne soirée. On va commencer donc par donner la parole au prescripteur, donc au docteur Martin Babot, qui va nous expliquer donc ces différents types de traitements oraux et comment vous les expliquez déjà. Et puis après, comment vous accompagnez éventuellement ce lien avec vos collègues de ville.
Merci. Merci beaucoup Laure et merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Et donc j'exerce à côté de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Et donc on va s'intéresser ce soir au tissage du lien ville-hôpital et les nouvelles modalités de suivi avec des exemples qui ont été mis en place dans notre structure, mais surtout le message c'est qu'il y a plein d'autres alternatives qui existent. Et donc ce que je vais vous présenter, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors l'hormonothérapie adjuvante, en général, ça intervient après la chirurgie, plus ou moins après la chimiothérapie également, et souvent après les rayons. Et souvent, l'espoir de la patiente, c'est, voilà, on a terminé les traitements les plus lourds pour le cancer du sein, et je vais pouvoir enfin tourner la page, reprendre une vie normale entre guillemets, et reprendre du coup un rythme qui sera hors des soins. Le vécu du médecin, il est un peu différent. Nous, en tout cas, moi, je le perçois comme le fait qu'un autre marathon commence et que celui-ci va durer 5 à 10 ans en fonction des situations. Et donc, mes questions en général au moment de la prescription, c'est comment est-ce que je vais trouver la ressource pour aider ma patiente et quels vont être les moyens qui vont me permettre d'obtenir son adhésion à ce traitement et l'accompagner au mieux et surtout faire en sorte qu'elle aille au bout de la durée théorique de prescription. Donc le message que j'essaye de faire passer de façon systématique, c'est surtout de se préparer à ce traitement d'hormonothérapie. L'hormonothérapie va induire une carence en œstrogène et cette carence en hormones féminines peut induire plus de fatigue, des douleurs articulaires, une petite prise de poids, des douleurs qui peuvent être accentuées et parfois aussi un peu de ralentissement sur le plan cognitif. Il y a plusieurs enquêtes qui l'ont démontré. Et donc ce que j'incite à faire pour mes patientes, c'est surtout de reprendre une activité régulière, une activité physique régulière avant de commencer l'hormonothérapie pour se préparer, être mobile, être active physiquement, d'essayer de rééquilibrer les repas d'emblée, de traiter les douleurs qui traînent soit par des soins locaux ou autres, et puis essayer de faire le point aussi sur le plan cognitif, savoir est-ce que la chimiothérapie que j'ai reçue a déjà eu un impact sur mes facultés de concentration, de mémoire, des difficultés de lecture, essayer de les identifier en amont pour qu'on puisse bien faire la part des choses de qu'est-ce qui existait et qu'est-ce qui potentiellement peut être en lien avec l'instauration du traitement anti-hormonal. Le mode d'action de ces hormonothérapies, l'idée, c'est d'essayer d'obtenir une carence en œstrogène puisque les cellules tumorales se nourrissent des hormones pour croître. Dans la situation d'une patiente qui n'est pas ménopausée, un traitement qui va cibler directement le récepteur à l'œstrogène et qui s'appelle tamoxifen va être prescrit. Dans le cas d'une patiente qui est déjà ménopausée ou chez qui on va utiliser des médicaments qui vont bloquer complètement la fonction ovarienne parce que elle aurait des critères de risque plus importants de rechute, le traitement de choix seront les inhibiteurs de l'aromatase. Ces médicaments ne fonctionnent pas au niveau de l'ovaire ni au niveau de la cellule tumorale, mais plutôt dans le sang circulant, puisqu'ils empêchent la transformation d'une hormone qui s'appelle androstenedione en pro-œstrogène et en œstrogène ou œstradiol. Et donc le blocage, il est plutôt à l'extérieur de la cellule tumorale et des ovaires. Alors pourquoi prendre son traitement régulièrement quand on a une prescription d'hormonothérapie et pourquoi nous, en tant que soignants, on doit absolument évaluer l'observance et assister les patientes qui nous disent qu'elles ne sont pas observantes. Cette étude qui a été menée dans les pays nordiques s'est intéressée à 6000 patientes sous hormonothérapie et on a posé la question à toutes les patientes, est-ce que vous prenez votre hormonothérapie de façon régulière ou non? Et on a croisé ces données avec les registres de remboursement des hormonothérapies et au final, on s'est rendu compte que 1684 patientes déclaraient ne pas prendre le traitement d'hormonothérapie de façon régulière, voire l'avaient arrêté. Ce qui se passe à 10 ans, quand on regarde les courbes de survie, c'est que ça a un impact fort sur la courbe de survie à 10 ans,
puisque les patientes ayant pris leur hormonothérapie de façon régulière ont un taux de survie qui est de 82%, alors que celles qui n'ont pas été observantes, ça chute autour de 77%. Donc ça, c'est un message fort pour inciter l'ensemble de la communauté patiente et soignant à essayer de travailler sur l'observance, puisque l'inobservance induit une surmortalité, alors que potentiellement on a un médicament qui pourrait diminuer ce risque de mortalité. Et donc nous, en tant que soignants, il faut que nous écoutions nos patientes nous parler de leur hormonothérapie, parce que l'inobservance à l'hormonothérapie peut leur être délétère. Je vais maintenant parler de l'hormonothérapie en situation optimisée ou renforcée. Donc on sait désormais que certaines patientes ont des risques de rechute qui sont plus importants, notamment quand la tumeur a une activité plus agressive ou que l'atteinte ganglionnaire est importante. Et nous avons désormais accès à un médicament complémentaire qui s'appelle abemaciclib et que l'on va prescrire de façon concomitante à l'hormonothérapie pour les 2 premières années et ensuite continuer l'hormonothérapie toute seule. Ce traitement est intéressant parce qu'il améliore les résultats de survie et il diminue le risque de rechute. C'est un traitement qu'il faut prendre le matin et le soir en continuant en parallèle l'hormonothérapie, mais il n'est pas forcément très facile à supporter puisqu'il donne des effets secondaires à type de diarrhée qui peuvent être assez fréquentes et ça augmente notamment la fatigue liée à l'hormonothérapie. Donc mon message pour les patientes chez qui je vais commencer un traitement à base d'abemaciclib, c'est toujours se préparer également. Donc on reprend les mêmes conseils que précédemment, avoir une activité physique régulière, le régime alimentaire qui va bien, traiter les douleurs qui traînent. On commence l'hormonothérapie toute seule pendant 1 mois et on va évaluer la tolérance. Peut-être que l'hormonothérapie seule ne donnera aucun effet secondaire et c'est ce qu'on souhaite. Ça nous permettra, si jamais il y avait des effets secondaires, de repérer déjà ceux qui apparaissent avec l'hormonothérapie seule. Puis on ajoute l'abemaciclib et là, nous on a un programme de suivi qui est régulier pendant les 2 premiers mois puisqu'on demande à voir les patientes toutes les 2 à 3 semaines. Ça peut paraître un peu lourd au début, mais on a constaté que la période des 2 premiers mois est celle pendant laquelle les diarrhées arrivent de façon les plus fréquentes. Il faut adapter la dose, il faut donner des conseils éventuellement sur le plan diététique et si on ne fait pas ce suivi, on risque d'avoir des patientes qui ont des effets secondaires forts et soit de les dégoûter et de les perdre, soit d'avoir un suivi et une observance qui sera difficile. Donc moi, je conseille à mes patientes de venir régulièrement pendant les 2 premiers mois pour qu'on essaye de trouver la dose de croisière et ensuite on espace à une consultation tous les 2 mois pendant les 2 années du traitement. Comment ce médicament fonctionne? Donc vous avez ici la coupe d'une cellule, le récepteur dans lequel vient se fixer l'hormone œstrogène. Et quand ce récepteur œstrogène vient se fixer au niveau du récepteur de la cellule, donc les antennes, si vous voulez, de la cellule, ça induit normalement une prolifération cellulaire et une division des cellules cancéreuses. Donc, quand on utilise l'abemaciclib, on va bloquer cette protéine qui s'appelle CDK4 et CDK6. Et donc, avec l'hormonothérapie, on va avoir non seulement un impact sur le récepteur et l'hormone, mais on aura aussi un impact au niveau intracellulaire. Donc, ces médicaments fonctionnent de façon synergique et potentialisent l'effet de l'un et de l'autre. Toujours dans la situation des hormonothérapies optimisées ou renforcées, il y a une situation également nouvelle ces dernières années qui est apparue. Certaines patientes vont pouvoir se voir prescrire un traitement à base d'olaparib pendant 1 an, associé au traitement anti-hormonal. Ce traitement est destiné aux patientes qui sont porteuses d'une mutation génétique, BRCA1 ou BRCA2, présentant une maladie agressive ou une atteinte ganglionnaire. Et juste pour précision, je parle ici des patientes qui sont hormonodépendantes. Ça arrive que l'on prescrive l'olaparib pour des patientes qui ne sont pas hormonodépendantes. Et donc à ce moment-là, on utilise l'olaparib seul. Mais ici, je vous parle de l'hormonothérapie optimisée, donc on associe les deux.
associé à l'hormonothérapie, l'olaparib peut induire un peu plus de nausées, de fatigue et de baisse des globules blancs. Et donc, j'ai pas de solution miracle. Malheureusement, il faut toujours s'y préparer, toujours commencer l'hormonothérapie d'abord pendant 1 mois, et ensuite on ajoute l'olaparib pour bien identifier pas à pas les effets secondaires de chacun des traitements et du coup conseiller et suivre les patientes de façon optimale. Mon message au quotidien pour mes patientes, c'est que l'hormonothérapie, pour moi, c'est un combat au quotidien. Et je vous encourage à continuer. Je vous trouve très courageuse parce que ce traitement au quotidien est difficile, malgré ce que les soignants en général disent. Ah, bah, vous avez fini la chimio, les rayons, on passe au traitement par cachet. Non, pour moi, l'hormonothérapie, c'est aussi difficile, voire plus, parce que ça impacte la vie quotidienne au long cours. Et donc, c'est un combat quotidien. Donc, surtout, résistez, faites part à vos médecins et aux équipes qui vous suivent des difficultés que vous avez. C'est important de leur faire remonter ces difficultés et que l'on vous assiste de façon optimale pour que vous puissiez prendre le traitement correctement. Ça, c'était les messages que je voulais faire passer concernant l'hormonothérapie en situation adjuvante. Je vais maintenant passer à la situation métastatique, donc en situation de rechute. En situation de rechute dans les cancers du sein qui sont toujours hormonodépendants, on a désormais plusieurs molécules qui existent et qui fonctionnent plutôt de façon admirable. Il faut savoir que précédemment, les patientes dans ces situations se voyaient prescrire soit une hormonothérapie seule, soit de la chimiothérapie. L'hormonothérapie seule ne fonctionnait pas longtemps et la chimiothérapie était très toxique. Donc l'avènement de ces traitements a démontré une amélioration comparée à l'hormonothérapie seule et à la chimiothérapie, et surtout a amélioré la qualité de vie des patientes, avec des patientes qui sont contrôlées plus longtemps que si on avait donné une hormonothérapie toute seule. Ces molécules s'appellent ribociclib pour l'une, abemaciclib pour l'autre, c'est la même que celle qu'on utilise en situation post-opératoire, et palbociclib. Chaque molécule va avoir un profil de toxicité différent, et chaque patiente a un profil de tolérance différent, notamment lié à l'âge, aux antécédents et aux autres traitements pris de façon concomitante. Donc c'est important d'évaluer tous ces critères lors de la décision de tel ou tel traitement, vu que, grosso modo, les différentes molécules donnent des résultats qui sont à peu près équivalents. Alors pour essayer de soutenir les patientes, moi je me base régulièrement sur ces données de l'enquête Réalité et Besoins. C'est une enquête qui a été réalisée à 2 temps, en 2015 et en 2021. Et on a posé la question aux patientes suivies en situation métastatique, qu'est-ce qu'elles savaient de leur maladie et comment est-ce qu'elles vivaient avec cette maladie de cancer du sein métastatique. Alors déjà, on constate qu'en 6 ans, la notion de maladie métastatique et de maladie chronique a augmenté dans la population puisqu'on voit que 65% des patientes déclaraient être bien informées en 2015 et l'on est à 76% désormais en 2021. Cette augmentation de la satisfaction globale, elle est liée à une part de l'amélioration des échanges lors de la consultation d'annonce de la maladie métastatique avec le médecin. Et donc, on constate que les différents paramètres, notamment la liberté de poser les questions, se sentir écouté par le médecin et se sentir informé vis-à-vis des effets secondaires liés au traitement se sont améliorés dans le temps. Cependant, la maladie et les traitements impactent quand même de façon conséquente l'état physique des patientes pour 44% d'entre elles, leurs activités domestiques pour 22% d'entre elles, la réalisation des projets futurs pour 9% d'entre elles, et puis un impact sur le niveau psychologique et social. Et évidemment, cet impact va varier en fonction du traitement donné. D'une part, c'est plus marqué avec la chimiothérapie, mais on constate que hormonothérapie et thérapie ciblée, donc hormonothérapie optimisée, ont quand même un impact fort sur la qualité de vie et le retentissement quotidien. L'impact en termes de qualité de vie, il est marqué notamment sur le plan de la fatigue, des nausées, des risques de perte de cheveux, des douleurs, et puis les bouffées de chaleur, la sécheresse cutanée et la diarrhée.
Pour essayer d'assister les patientes vis-à-vis de ces effets secondaires et essayer d'optimiser le suivi, on a en général recours à des soins de support. Ces soins de support vont soit conseiller de rencontrer la psychologue, l'assistante sociale, le conseil esthétique ou des conseils en activité physique adaptée, mais encore faut-il les proposer. Et quand on regarde le détail de cette étude, on constate qu'une femme sur deux n'a jamais entendu parler de soins de support et que dans 64% des cas de non-recours à ces soins de support, le médecin n'en a pas proposé, la patiente n'en avait pas exprimé le besoin. Mais si on ne leur a pas proposé, elles n'ont pas non plus l'opportunité de dire qu'éventuellement, ceci ou cela pourrait les aider. La majorité des patientes dans cette situation n'auront pas de besoins spécifiques liés à l'instauration du traitement car la tolérance de ces associations est quand même généralement très favorable. Cependant, moi j'insiste chez toutes sur toujours l'activité physique adaptée et régulière et on a démontré que celle-ci doit être à hauteur de 30 minutes par jour dans l'idéal ou 3 heures par semaine. Une alimentation saine variée avec le fait d'éviter des régimes d'exclusion ou des régimes d'excès, et éventuellement un suivi psychologique ou un coaching mental via des soins de support qui peuvent être proposés de façon présentielle ou de façon digitale. Et donc, je vous incite toutes à questionner vos différents centres sur les possibilités d'une solution présentielle ou digitale, parce que telle ou telle solution va être adaptée ou efficace en fonction de chacune. Et dans certaines situations, pour des patients plus fragiles ou isolés, on va proposer un suivi avec des interactions infirmières, pharmaciens de ville et oncologues, ce qui nous intéresse un peu plus ce soir. Alors voici un exemple de suivi possible à domicile. Cette solution d'accompagnement se dit humaine et est basée également sur un soutien numérique pour les patientes atteintes de cancer. C'est valable pour les cancers du sein, mais également pour tout un tas d'autres types de cancers et traités à domicile. Comment ça va se passer? Lors de la première consultation, je vais inscrire la patiente sur ce suivi et donc l'infirmier libéral du patient va être informé de la mise en place de ce traitement, formé au protocole de suivi et va alors prendre rendez-vous pour se rendre au domicile du patient. Ce suivi fonctionne bien sur 100 jours. On a décidé de limiter le suivi sur 100 jours puisque l'idée était d'essayer d'adapter au mieux la thérapie ciblée, de dépister les effets secondaires et d'accompagner les patientes. Et on estime que si au bout de 100 jours, les patientes ne sont toujours pas équilibrées avec encore beaucoup d'effets secondaires, une qualité de vie qui se dégrade, etc., probablement le traitement n'est pas adapté. Et donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de continuer le suivi au-delà de ces 100 jours. L'infirmier va disposer d'une application et un accès à une plateforme sécurisée sur laquelle il va collecter et partager les informations. Et ces informations vont être échangées avec la pharmacie de ville et également avec l'équipe médicale à l'hôpital. Et donc, c'est un dispositif qui a une accréditation médicale et qui permet de notifier le bon professionnel au bon moment. Voilà par exemple comment ça se passe pour l'instauration d'un parcours dans un cancer du sein métastatique traité par thérapie ciblée. En général, je les vois une fois par mois. Et donc, la consultation d'initiation du traitement avec une visite au 7e jour, au 14e jour et au 21e jour. L'infirmière habituelle de la patiente peut avoir une visite couplée avec l'infirmière d'appui. Puis, en général, la visite a lieu 1 ou 2 jours avant ma consultation pour me faire part un peu de la situation générale. Et ensuite, les rendez-vous sont un peu espacés dans le temps. Voilà ce que ça donne sur le plan médical. Vous avez ici une patiente qui a été suivie avec les 9 visites. Et donc, on repère assez vite les symptômes qui posent problème, à savoir la fatigue, l'anorexie, et éventuellement des saignements ou des sensations vertigineuses. Et donc ça va nous permettre d'être beaucoup plus pertinent et d'orienter et de questionner les patientes de façon bien plus optimale qu'en l'absence de ces données, puisqu'on va être ciblé sur ce que la patiente aura rapporté à son équipe infirmière.
Et voici par exemple un petit laïus qu'on peut avoir. La patiente a une fatigue modérée, une perte d'appétit modérée, 2 repas par jour. Elle mange des sucreries régulièrement dans la journée, du coup ne maigrit pas. Une éruption cutanée légère, un syndrome main-pied léger, etc. Finalement, la patiente est très fatiguée sur le plan physique et psychologique également, vu que cet état de fatigue permanent l'empêche de vivre normalement. Elle est cependant optimiste, dit que le traitement est efficace vu que son bras a dégonflé et qu'il s'assouplit aussi. Elle pense ainsi que le traitement se termine sous peu. Et donc ça, c'est un laïus qui m'a été extrêmement utile puisque j'ai pu expliquer à la patiente et rebondir sur cette remarque de l'infirmière en lui expliquant que ce traitement était très efficace chez elle et que non, on n'allait surtout pas l'arrêter puisque c'est ce traitement-là qui allait permettre de contrôler sa maladie au long cours. Voici un exemple des symptômes rapportés dans notre structure par les patients et les soignants. Et les effets secondaires en rouge et en noir sont les effets secondaires les plus graves. Quand on regarde ce qui se passe sur l'ensemble des patientes suivies, vous constatez que finalement très peu d'effets secondaires graves sont rapportés et que les effets secondaires les plus courants sont des effets secondaires de stade léger à modéré. Ce qui est du coup rassurant puisque on utilise cette plateforme et ce suivi plutôt pour les patients qui sont fragiles ou qui auraient besoin de suivi et de soutien. Et donc finalement, ces patientes fragiles ont accès au même traitement qu'une patiente qui n'est pas fragile et sans prendre de risque pour elle, ce qui est à mon avis absolument essentiel. En conclusion, je pense que ce type de suivi permet de rassurer les patientes et les accompagner dans l'initiation d'un traitement anticancéreux. Pour moi, ça a aussi une fonction de cercle vertueux puisqu'on améliore les connaissances des infirmières à domicile et des pharmaciens de ville qui sont également sollicités dans ce suivi grâce à ces solutions. Et ça améliore également la pertinence du suivi de l'oncologue et la qualité de la consultation. Juste un mot pour insister que d'autres types de suivi existent évidemment. Et pour moi, le suivi dont vous avez besoin, c'est celui qui fonctionne déjà au sein de votre hôpital et au sein des équipes qui sont autour de vous. Ne pensez pas que la solution que je vous ai proposée serait meilleure qu'une autre. Ce qui fonctionne, c'est quand les professionnels de santé ont l'habitude d'échanger les uns avec les autres et du coup participent au suivi et à l'assistance des patientes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, que j'ai été clair. Merci beaucoup. Alors, personnellement, vous m'avez pas perdu, donc je pense que tout le monde a suivi. Alors, on avait une question. Vous avez parlé des IDE, du pharmacien, etc. Et parfois, en fait, on est dans un parcours où on a d'autres médecins qu'on doit aller voir pour des comorbidités ou parce que voilà, le traitement le demande. Donc, quid de cette communication avec d'autres médecins tels que les pneumologues, les cardiologues, le médecin traitant, etc. Vous voulez dire par rapport à l'instauration d'un traitement optimisé, c'est ça? Oui. On est habitué à avoir du coup des patients qui ont des comorbidités et en général, on va poser la question au pneumologue, au cardiologue sur si ils nous autorisent à l'instauration de tel ou de tel traitement. Un des médicaments que je vous ai présenté en situation métastatique peut avoir un petit impact sur le plan cardiaque. Et donc, il est fréquent que lors de l'instauration du traitement et avant, un bilan cardiologique soit sollicité en expliquant au cardiologue que l'on envisage l'instauration de ce traitement et vérifier avec lui qu'il n'y aura pas de contre-indication et pas d'impact sur le traitement que la patiente poursuit. Okay. Merci. En fait, c'était même plus comment les échanges d'informations, puisque vous aviez montré justement cet outil qui permettait de communiquer entre IDE, etc. Est-ce que ces outils sont aussi entre différentes spécialités médicales? Alors aujourd'hui, non. Ça fonctionne avec le médecin traitant.
Ça fonctionne avec le pharmacien de ville et éventuellement avec le pharmacien hospitalier également s'il demande un accès. Mais les autres professionnels de santé, le pneumologue ou le cardiologue habituel de la patiente, ne sont pas en général inclus dans les médecins sollicités par la plateforme parce que chaque fois qu'il y a une visite, en fait, le médecin prescripteur va recevoir une note d'information disant que telle patiente a reçu la visite de l'infirmière et qu'il faut aller visiter la plateforme pour connaître sa tolérance. Et donc, ça serait difficile de demander à tous les médecins et surtout à des médecins qui ne sont pas impliqués directement dans la décision de suivi que tout le monde se connecte et fasse ce suivi-là. D'accord, merci beaucoup. Après, je pense qu'on pourra compléter tout à l'heure cette réponse de l'avis du pharmacien parce que je pense que c'est effectivement très intéressant que les patients qui peuvent avoir d'autres pathologies en amont ou après leur cancer sachent que en fait, c'est essentiel que les pharmaciens parfois se parlent, notamment le pharmacien hospitalier qui connaît bien les traitements du cancer qui ont été prescrits et le pharmacien de ville qui, lui, voit tout ce qu'il y a avec le cardio, le pneumo, le rhumato, le diabétologue et tout ça. Donc, je propose qu'on reprenne cette partie de questions tout à l'heure après justement l'intervention du docteur Gravoulet qui est pharmacien, qui va nous expliquer son rôle en ville, mais aussi en interaction avec les médecins et les pharmaciens hospitaliers. Et juste avant peut-être, et ce sera aussi une bonne introduction, on voit bien que ce dialogue médecin-pharmacien est essentiel. Là, on a un exemple, on ne peut pas rentrer dans un cas particulier exactement, mais typiquement, je démarre mon hormonothérapie avec tamoxifène, je ressens beaucoup d'effets indésirables et en fait, on ne sait pas très bien est-ce qu'il faut l'arrêter, le prendre un jour sur deux, changer pour un anti-aromatase, etc. Et finalement, qui sont les bons interlocuteurs pour évaluer ça? Parce qu'on voit bien que vous l'avez souligné, nous on en est convaincus, on le voit tous les jours sur mon réseau cancer du sein, l'instauration, le démarrage des traitements, c'est vraiment une période compliquée. Et notamment, c'est aussi une période où on peut globalement, de toute façon, se sentir vulnérable, fragile, pas en forme, pour plein de bonnes raisons qui se comprennent tout à fait. Et donc, du coup, voilà, il faut déjà se dire qu'on n'est pas dans la meilleure période et que normalement, ça s'améliore. Et puis, de se donner aussi un petit peu de temps. J'allais dire, l'hormonothérapie, c'est parfois le bouc émissaire de tous les maux. Donc voilà, de comprendre son intérêt et puis peut-être voir avec le médecin spécialiste oncologue et peut-être voir après comment on peut adapter cette instauration avec des doses, des demi-doses, des heures de prise, avant de changer de molécule tout de suite peut-être. Quelle est votre expérience là-dessus, docteur Babot? Ça, pour moi, c'est une décision qui repose sur l'oncologue lui-même. Je dis à mes patientes de reprendre contact précocement avec moi si elles sont en difficulté pour que du coup on puisse faire le point et évaluer justement la tolérance du traitement et essayer de travailler dessus. Il y a plein de petites solutions. Il n'y a pas de solution miracle qui marche chez tout le monde. Mais d'une patiente à l'autre, on va pouvoir essayer d'adapter soit la forme de prise, la modalité de prise en 1 ou 2 fois par jour, et puis des fois complètement switcher et modifier la molécule. Mais ça, c'est du cas par cas et qu'on gère en fait en consultation d'oncologie. Là où on essaye absolument, c'est d'éviter que la patiente décroche et qu'elle disparaisse dans la nature et qu'elle arrête son traitement. Pour moi, ça, c'est vraiment trop triste et je me sens en tort quand je constate que j'ai pas réussi à trouver une solution pour essayer d'optimiser le suivi de la patiente à ce niveau-là. Merci beaucoup. Alors, je propose qu'on passe la parole donc au docteur Gravoulet pour donc entendre finalement justement cette place du pharmacien d'officine. Vous accueillez de plus en plus de patients. Alors, il faut dire que vous êtes quand même, on parle, je ne dirais pas qu'on parle que de vous, les pharmaciens d'officine, mais quand même ces derniers temps, depuis la crise du Covid et tout ça, on a de plus en plus besoin de vous, donc sur plein de sujets. C'est vrai que faut rappeler que vous faites beaucoup de choses, vous délivrez tous les médicaments sur plein de thèmes. Mais il y a aussi tout un développement de vos missions en oncologie
Donc merci pour tout ça. Ça va du dépistage. Alors c'est pas le cas pour le cancer du sein, mais vous avez des nouvelles missions dans le dépistage et des missions d'accompagnement de la délivrance des traitements et de ces fameux parcours et ces thérapies orales notamment. Donc merci beaucoup de nous expliquer ces rôles du pharmacien d'officine. Donc on vous laisse donc présenter. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions et on reprendra un temps d'échange tous ensemble après. Merci. Merci beaucoup. Alors effectivement, je vais vous présenter une partie qui est peut-être parfois méconnue du rôle du pharmacien. C'est comment les pharmaciens peuvent accompagner des patients chroniques. C'est le terme qui a été choisi par les tutelles. Et ça regroupe en fait 4 dispositifs plus un, parce qu'on va voir qu'il y en a un qui ne me semble pas tellement chronique, mais on pourra en discuter. Et ça concerne pas tous les patients, ça concerne seulement certains patients sous certains traitements. Alors le premier, le plus connu, c'est peut-être celui des AVK et des AOD, ces médicaments qui rendent le sang plus liquide et qui, pouvant générer beaucoup d'effets indésirables, ont été les premiers à être proposés comme accompagnement par le pharmacien pour sécuriser leur prise. Ensuite, on a eu les traitements de l'asthme, parce que là, c'est pas tellement que ces traitements étaient plus dangereux ou plus à risque de provoquer des soucis, mais parce que les dispositifs étant un peu plus complexes, et puis comme c'est un traitement de fond, on a tendance peut-être à le prendre moins régulièrement que nécessaire quand ça va mieux. Donc là aussi, on avait un rôle d'accompagnement. À chaque fois, ces 2 premiers accompagnements s'étaient découpés en un entretien d'évaluation. On échangeait avec le patient en recueillant des éléments de sa vie quotidienne et la manière dont il vivait son traitement. Et on choisissait avec lui 2 entretiens thématiques qui permettaient de consolider les connaissances ou d'améliorer le bon usage de ces traitements. Donc, c'était choisi de manière conjointe avec le patient en fonction des thématiques qui avaient été révélées pendant le premier entretien. Et arrive aussi, c'est les plus récents, à part le dernier dont on va parler, c'est les patients sous traitement anticancéreux oraux, qui là sont un peu plus complexes en termes de démarche, puisqu'il y a une analyse des interactions médicamenteuses, donc qui se fait en amont du premier entretien, et puis il y a un entretien initial. Et de la même manière, il y a 2 entretiens thématiques qui vont revenir sur certains points, la gestion des faits indésirables, gestion vie quotidienne, en fonction de ce qui aura été vu dans l'entretien initial. Et puis, on a un dernier entretien qui est peut-être l'entretien le plus complexe, c'est les patients âgés de 65 ans et plus polymédiqués. Donc, ça veut dire qu'ils ont 5 molécules différentes depuis plus de 6 mois. Et c'est ce qu'on appelle le bilan partagé de médication. Donc, c'est l'entretien qui est le plus complet, puisqu'il y a un premier entretien de recueil avec le patient, ses habitudes de vie quotidienne, comment il est accompagné, est-ce qu'il a des difficultés pour la gestion de ses traitements, est-ce qu'il y a des effets indésirables. Et le pharmacien va ensuite procéder à une analyse qui sera transmise au médecin traitant, puisque l'analyse des traitements peuvent expliquer un certain nombre de ressentis négatifs que peut avoir le patient vis-à-vis de son traitement. Et il va y avoir un échange qui va se faire avec le médecin de traitement idéalement pour essayer de voir si on va maintenir le traitement ou apporter quelques adaptations qui pourraient permettre de faciliter la vie du patient. Et les conclusions vont être échangées avec le patient lors d'un entretien de suivi. Ça permettra de rappeler si le traitement doit être maintenu, l'importance de ce traitement, ou s'il y a eu des modifications qui ont été faites à l'initiative du médecin pour voir les renforcer la communication que le médecin aura pu déjà avoir sur ces modifications. Et à distance, un entretien d'observance, c'est juste pour savoir si le traitement continue à être bien pris ou s'il faut revenir un petit peu sur ces points de bonne prise des médicaments régulière. Tous ces entretiens, ces 4 entretiens, se font dans l'espace de confidentialité de la pharmacie pour qu'on puisse être vraiment isolé visuellement et phoniquement des autres patients, pour qu'on ait le temps d'échanger avec le patient et qu'on ne soit pas potentiellement dérangé par le téléphone, par un autre collègue, etc., etc. Donc c'est vraiment important. Ça permet d'avoir un dialogue serein et un temps dédié pour cette tâche. Le dernier qui, est toujours mis patient accompagnement chronique, mais qui me semble être un petit peu moins
un petit peu moins conforme, c'est celui qui concerne la femme enceinte, puisque c'est pas une maladie chronique d'être enceinte, même si on peut dire qu'être parent après, c'est une certaine forme de chronicité, mais bon, on pourra en discuter. Cette fois-ci, c'est un entretien court qui peut être fait directement au comptoir, puisque là, on va finalement sensibiliser la patiente aux risques liés à la consommation des substances tératogènes, donc on pense tabac, alcool, mais aussi à certains médicaments qui peuvent avoir un impact très négatif sur le développement du fœtus. Et surtout, rappeler l'importance de la vaccination, puisque notamment, il y a des nouvelles recommandations vaccinales qui concernent la femme enceinte qu'on va exposer et renforcer ainsi le message qui aura peut-être déjà été donné par le médecin, le gynécologue ou la sage-femme qui suivent la patiente. Donc ça, c'est pour les entretiens conventionnels que peuvent proposer tous les pharmaciens d'officine aux patients qui en font la demande ou qui le proposent déjà de manière plus ou moins active aux patients qui sont concernés par ces critères. Et on arrive maintenant à un article 51. C'est quelque chose qui ne se fait pas partout, qui est en expérimentation, et ça se fait dans le cadre du projet Picto, un article 51 qui est déployé dans la région Grand Est, dont je fais partie, et je vais me permettre d'en parler un petit peu. Picto, c'est le pharmacien d'intervention coordonnée pour le suivi des thérapies orales anticancéreuses. On aime bien toujours trouver des acronymes un peu rigolos. Et qui est rassocié à un autre projet qu'on appelle Acoadom Picto. Il y avait 2 projets en région Grand Est. Nos tutelles nous ont demandé de les réunir pour faire un seul article 51. Donc les articles 51, rapidement, c'est une forme expérimentale qui favorise l'échange et l'organisation innovante des parcours de santé. C'est des expérimentations pour 3 ans. Et au bout de 3 ans, il y a une évaluation qui sera faite pour voir si ça peut être transposé dans d'autres régions et si la petite expérience locale peut devenir finalement une grande pratique nationale. Donc, notre article 51 sur 3 ans a un objectif de toucher 2410 patients et on est à la 2e année là et on voit que les inclusions correspondent à nos prévisions, donc on est content. Les porteurs et partenaires du projet, c'est des hôpitaux universitaires comme les US de Strasbourg, c'est le réseau régional de cancérologie du Grand Est, RCCGE Néon, c'est un opérateur Continuum Plus parce que là aussi, comme ça a été présenté par le docteur Martin Babot, il y a un outil numérique qui va permettre, vous allez le voir, de se coordonner entre les différents professionnels de santé et une association de patients en réseau. Et je remercie Laure de nous avoir accompagnés pour cet article 51 parce que c'était très important d'avoir une association de patients pour nous aider à construire cette expérimentation qui répond aux besoins des patients et des patientes. Et puis l'URPS Pharmacien Grand Est, donc je suis pharmacien d'officine, mais je suis aussi élu à l'URPS Pharmacien Grand Est et on participe à cette expérimentation article 51. Donc ça va concerner des patients adultes atteints d'un cancer à l'initiation d'un traitement à domicile. Donc les 3 piliers du projet, c'est un lien ville-hôpital-ville et c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur le terme ville-hôpital-ville parce que le patient est en ville, il va à l'hôpital et on espère qu'il ressorte de l'hôpital pour aller en ville. Donc il y a vraiment toujours 2 points de transition importants. C'est un accompagnement humain et numérique comme ça a été présenté précédemment et c'est important d'avoir la synergie des 2 technologies. Et c'est une optimisation du recours aux ressources et compétences disponibles, c'est-à-dire qu'on va essayer d'être pertinent sur l'accès aux ressources, je dirais les oncologues qui ont un temps précieux et dédié pour les éléments qui justifient leur expertise et leur intervention rapide. Et on va essayer de réserver les situations qui ne nécessitent pas forcément un avis oncologique rapide, immédiat ou qui peut être géré en ville pour ces situations-là. Donc, il y a 2 parcours spécifiques. Un parcours sur les thérapies orales, c'est Picto, c'est celui qui nous intéresse, et un parcours sur l'immunothérapie, celui Acoadom, avec un suivi important infirmier. Donc, on a, en fonction des typologies de patients, un parcours appuyé pour les patients sous thérapie ciblée, parce que ce sont des patients qui sont jugés plus fragiles ou des traitements qui peuvent amener des situations de fragilité plus importantes. On a le suivi dit standard pour les patients avec d'autres types de traitements où le risque de fragilité est moins fréquent.
2 acteurs pour accompagner les patients. Pour les patients dans le parcours appuyé ou le parcours standard immuno, à peu près 55% des patients dans notre projet Picto, c'est l'infirmier ou l'infirmière à domicile qui viendra pour faire des entretiens réguliers au domicile du patient parce que voilà, ces typologies de patients ont été ciblées, je dirais, plus nécessitant d'un accompagnement plus fréquent et à domicile. Et puis, pour le reste du parcours, 45% des patients, c'est le pharmacien d'officine qui a été identifié comme l'acteur ressource important pour suivre les patients. Le choix du parcours se fait par l'oncologue et par le pharmacien hospitalier s'il y a une consultation de primo-prescription, par exemple, toujours avec l'accord du patient, s'il souhaite participer à ces expérimentations. Alors, je vais détailler plutôt le parcours standard Picto et vous montrer pourquoi on pense que ce modèle peut être encore mieux que celui qui est proposé actuellement. Donc, on a 4 objectifs, les mêmes que finalement dans le parcours classique. C'est la détection et la prise en charge plus précoce des effets indésirables, puisqu'on voit qu'ils ont un impact sur la qualité de vie et un impact sur l'adhésion au traitement. C'est bien entendu cette adhésion au traitement qu'on va rechercher, puisque vous l'avez vu, et ça a été très bien montré dans la diapositive de la première présentation, l'observance, c'est ce qui permet d'avoir une meilleure efficacité du traitement et surtout contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des patients. On le voit, des notions d'anticipation, des notions d'échange, des notions de discussion permettent d'améliorer la qualité de vie en gardant les objectifs thérapeutiques et une bonne adhésion. Et c'est vraiment ce triptyque qu'on essaye d'avoir pour que tout se passe pour le mieux pour les patients. Et l'objectif aussi, c'est que les patients et les patientes soient le plus autonomes possible pour gérer les situations de la vie quotidienne, gestion du traitement, gestion des effets indésirables, gestion des situations exceptionnelles, vacances, déplacements et tout ce que finalement pourrait être considéré comme un frein à sa vie quotidienne ou à son traitement, essayer d'apporter les compétences et les connaissances aux patients pour qu'ils puissent gérer ça de manière le plus autonome possible. Donc ça se fait en 2 volets. Et ça, c'est vraiment le premier volet qui nous semble important, c'est le volet formation, formation-action. Même si nous tous, pharmaciens, on a des études, dans nos études, on étudie les médicaments, on étudie les effets indésirables, on étudie la posture à avoir avec les patients, notamment sur des traitements récents. Tous les pharmaciens n'ont pas été forcément formés et n'ont pas été forcément formés non plus à ces techniques d'entretien. Là, pour l'expérimentation, on reforme tous les pharmaciens systématiquement à avoir la bonne posture et aux bonnes connaissances pour les médicaments. Alors, bien entendu, le pharmacien dans son quotidien ne connaît pas toutes les molécules et au quotidien va regarder dans les monographies. Mais là, cette formation-action est un petit peu plus poussée pour avoir le bon discours, la bonne attitude vis-à-vis de ces accompagnements. Et on essaye d'avoir des entretiens qui sont programmés lors des dispensations mensuelles des thérapies anticancéreuses orales. On essaye d'avoir un premier entretien assez proche de l'initiation du traitement, mais c'est vrai que d'expérience, quand vous sortez de l'hôpital, que vous avez déjà parlé à l'oncologue, parlé au pharmacien hospitalier, vous avez votre grande feuille avec plein d'éléments dessus, on n'a pas jugé que c'était le moment le plus essentiel pour avoir ce dialogue. Et donc, on essaye de le programmer dans la première semaine, un moment où le patient est plus enclin à nous écouter, à échanger, mais on essaye de le faire rapidement. Et après, on essaye de cadencer les entretiens pour le faire quand le patient revient normalement chercher son traitement. On peut le faire avant, bien entendu, mais voilà, comme ça, il y a un déplacement à la pharmacie qui est prévu. Donc ça, c'est le premier point, formation-action, des entretiens proches des dispensations. Et le deuxième point, c'est une communication partagée. Ça, c'est très important. À chaque fois que le pharmacien reçoit un patient dans le cadre de Picto, il fait un compte-rendu au sein d'une plateforme numérique et qui est automatiquement poussé vers l'oncologue, ce qui fait que, comme le docteur Martin Babot l'a dit, lorsque l'oncologue va revoir le patient, il va avoir des informations précieuses qui vont permettre d'orienter sa consultation et d'être le plus pertinent par rapport aux conseils qu'il aura à prodiguer ou des adaptations qu'il devra faire en fonction
du suivi, du ressenti des traitements. Donc ça fait gagner du temps et on est plus sur du ciblé et personnalisé. C'est vraiment ce qu'on souhaite. Donc tout ça, c'est transmis également au médecin traitant, parce que le médecin traitant, même s'il n'est pas forcément le spécialiste de la pathologie, il est le spécialiste du reste du patient, entre guillemets, et il sait bien aussi qu'il ait ces informations pour pouvoir adapter éventuellement les autres traitements et avoir ce retour d'informations essentielles pour pouvoir gérer les autres points du mieux possible. Et c'est là où on est sur la pertinence. Si par contre il y a, quel que soit l'acteur, détection d'un effet indésirable sévère, vous avez vu qu'ils ne sont pas nombreux, mais ils nécessitent quand même d'être pris en soin rapidement. À ce moment-là, le message est poussé de manière un peu plus importante auprès de l'oncologue qui va avoir un signal fort d'intervenir plus rapidement que sur d'autres effets indésirables plus légers, où ça pourrait attendre la prochaine consultation. Et là, on est vraiment sur la pertinence du recours à un avis de spécialiste. Donc la nécessité de formation, on l'a vu, c'est un point qui est important et essentiel parce que les thérapies bougent très rapidement, les protocoles bougent très rapidement, les effets indésirables nouveaux et peuvent apparaître aussi, et il faut que le professionnel, bien entendu, en soit informé. Alors les entretiens pharmaceutiques PICTO, c'est 3 à 4 mois après l'instauration d'une thérapie, pendant 3 à 4 mois à partir de l'instauration d'une thérapie orale. Voilà, là on l'a vu aussi, c'est comme ça qu'on a envisagé ce suivi, et effectivement, si on a en 3 à 4 mois réussi à embrasser toutes les situations qui pouvaient poser problème et que la qualité de vie est maintenue ou améliorée, on va dire que le travail fait en coordination et porte ses fruits, et sinon peut-être que ça demande effectivement une réévaluation. Donc on a un entretien de primo-dispensation. Alors c'est celui qui est fait la plupart du temps à l'hôpital, mais dans PICTO, on a prévu que si pour X raison il n'avait pas pu être fait à l'hôpital, ce soit le pharmacien d'officine qui puisse le faire. On va dire que vaut mieux qu'il soit fait par le pharmacien d'officine que pas fait du tout. C'est vraiment dans cet entretien qu'on va apporter un certain nombre d'informations aux patients pour sécuriser le plus rapidement possible sa prise des traitements. Et puis après, on a l'entretien d'initiation et de la gestion des traitements, celui-ci qu'on essaye de faire à 7 jours après la dispensation des thérapies orales. Et là, on revient vraiment sur des notions très pratiques de comment je gère, comment j'ai géré, comment ça s'est passé. Normalement, il n'y a pas encore tout à fait les principaux effets indésirables qui arrivent à ce moment-là. Donc là, on est plus dans la gestion de traitement, gestion du quotidien. Le deuxième entretien, les effets indésirables peuvent être apparus, et à ce moment-là, on va faire un entretien plus tourné sur comment les gérer ou qu'est-ce qui peut arriver et comment je vais pouvoir les gérer. Et là aussi, il y a eu plein de communications qui ont été faites en avant, mais renforcer les messages, les redire au moment où il y a le plus de risques que ça apparaisse, ce sera peut-être plus entendu que très en amont, où parfois il y a d'autres messages qui sont plus en mémoire. Le troisième entretien, c'est la gestion de mon traitement. Ça fait 2 mois que le traitement est pris régulièrement. Plusieurs situations ont pu apparaître, l'oubli, le voyage, les vacances, le décalage horaire, une nausée et vomissement juste après la prise du produit. Et là, donc, on va faire un petit peu le point avec des outils de gestion d'entretien sur comment on les a gérés et comment mieux les gérer, ou au contraire féliciter quand ils ont été gérés correctement. C'est des points d'autonomisation qui sont importants. Et on fait un entretien final. On va reprendre les éléments de l'entretien initial, l'entretien final, et on va voir si on a eu une amélioration de la qualité de vie, amélioration de l'autonomie et une satisfaction du patient par rapport à cet accompagnement avec un acteur de proximité qu'il a choisi, à savoir son pharmacien d'officine. Donc, la différence par rapport aux entretiens conventionnels, donc ces entretiens que vous pouvez avoir dans chaque pharmacie qui décide de le mettre en place, c'est une posture éducative, parce que l'entretien conventionnel, ça reste quand même plus un questionnaire de recueil. Là, on est vraiment sur un accompagnement avec une posture qui a été pour laquelle on a formé le pharmacien. Et cette formation à la posture éducative est un point qui me semble en tout cas important. On met à disposition des outils. C'est vrai que pour les entretiens conventionnels, le pharmacien a une grille de recueil d'informations,
Mais là, on va dire qu'on a des outils pédagogiques, on a notamment des jeux de cartes bien illustrés, on a des outils pour savoir repérer les effets indésirables qui facilitent en tout cas l'échange avec le patient. Et puis la coordination par l'établissement, par le réseau de cancérologie Néon. À l'heure actuelle, moi j'ai du mal, je suis pharmacien rural, mais j'ai du mal encore à avoir un taux d'acceptation quand je propose des entretiens à mes patients, à mes patientes, parce que, et pour en avoir discuté avec eux, voilà, ils se demandent un peu ce que je viens faire dans un parcours qui est bien ciblé, établissement, oncologue, médecin. Qu'est-ce que vient faire le pharmacien là-dedans? Et je peux tout à fait les comprendre. Dans le cadre de Picto, c'est directement l'établissement qui parle en amont au patient de l'accompagnement qu'il va avoir par son pharmacien d'officine. Et là, clairement, je suis identifié comme un acteur dans le suivi du traitement. Quelque part, ce sont les autres professionnels qui me légitimisent et le taux d'acceptation à ce moment-là est beaucoup plus important. Et je pense que c'est important d'avoir en amont les autres professionnels qui reconnaissent un petit peu le rôle que peut avoir le pharmacien d'officine. Donc, pour conclure, à l'heure actuelle, ces dispositifs ne sont pas suffisamment connus des patients et je remercie vraiment de m'avoir proposé de vous les présenter à vous qui potentiellement, par rapport à un traitement anticancéreux ou d'autres traitements qu'on peut avoir à côté, être concernés. Et si le pharmacien vous l'a proposé ou même si vous l'a pas proposé, maintenant vous savez que c'est possible et vous pouvez éventuellement le solliciter puisque on va dire que les pharmaciens sont pas encore tous très en avant pour mettre en place ces entretiens. Il faut dire que on a beaucoup d'autres missions dans la prévention, dans la vaccination. On a été très pris par tout ce qui est Covid et pourtant ces éléments sont vraiment essentiels. On va dire que nous, on est une profession de prescrit, c'est-à-dire que quand vous venez, que vous nous demandez un conseil, quand vous venez avec une ordonnance, on va faire tout notre possible pour répondre à vos questions et vos demandes. On a un peu plus de mal à vous proposer des services nouveaux que vous connaissez pas et pour lesquels vous n'êtes pas forcément venu ici. Et on a parfois du mal à accepter, et vous avez tout à fait le droit, de refuser ces services. Donc c'est pour ça que certains pharmaciens sont un peu ont encore un peu du mal à les proposer. Donc si vous êtes proactif, que vous dites bah voilà, j'ai entendu que vous pouvez m'y accompagner pour tel ou tel traitement, ça pourrait m'intéresser, puisqu'il vous connaît et puisqu'il a envie de faire tout son possible pour améliorer au vu de ses compétences votre parcours, il le fera avec grand plaisir. Il verra que ça vous a rendu service, il verra qu'il est tout à fait en capacité de le faire et ça le motivera à le proposer au plus en plus de monde possible. Donc voilà le message que je voulais faire passer. Je vous remercie pour votre attention et je reste disposé pour toutes vos questions. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant et en effet, on est très content parce que c'est assez rare d'entendre finalement les pharmaciens nous expliquer ces nouveaux rôles. Alors justement, de façon pratique, dans la vraie vie, ça change un peu la donne pour les patients parce que d'habitude, j'allais dire, on va chez le pharmacien, on a son ordonnance dans le sac à main et on fait ça en même temps que le marché, le circuit de voiture pour aller chercher les enfants ou faire une course ou quoi. Et en fait, on voit bien là que on est en train de se dire que pour aller chercher mon traitement pour mon cancer, que ce soit mon hormonothérapie renforcée ou tout autre traitement important, finalement, c'est peut-être pas tous les pharmaciens qui vont être formés aux entretiens dans l'équipe officinale, parce qu'il y a des pharmaciens, mais il y a aussi les préparateurs, il y a toute une équipe dans une officine. Il y a donc qui est la personne qui s'occupe des entretiens, est-ce qu'on peut la repérer, est-ce qu'il faut prendre rendez-vous, et finalement ce qui nous interroge, nous associations, c'est aussi de se dire peut-être qu'on a des messages à faire passer aux patients, à construire avec vous les pharmaciens d'officine pour qu'on sache mieux finalement s'organiser pour venir chercher nos traitements certes, mais aussi être accompagné à travers ces entretiens. Donc avec les différentes propositions de suivi que vous avez expliquées. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire justement, donc dans la vraie vie, dans une équipe, on va dire classique d'une officine où il y a plusieurs personnes, comment ça se passe et quel est votre conseil pour créer de la fluidité? Par exemple, est-ce que si j'ai un traitement chronique, je peux prendre, du coup, je prends rendez-vous de temps en temps avec la bonne personne. Qu'est-ce que vous nous conseillez là-dessus pour les patients?
Alors effectivement, ça demande une organisation dans l'officine et ça demande un changement je dirais, de logiciel et pour les patients et pour nous. Pour nous, effectivement, il faut réussir dans notre organisation et dans le flot continu des différentes tâches à sacraliser des moments particuliers là où les personnes ressources seront disponibles. Et là, on va pouvoir avoir le temps nécessaire pour se consacrer à cette tâche. Donc moi, par exemple, dans mon exercice à la pharmacie, c'est le mercredi où on privilégie dans la mesure du possible les entretiens parce que j'ai suffisamment de personnes pour suivre les entretiens. C'est un jour où le pharmacien du village ne consulte pas, donc on a un petit peu moins de travail au comptoir et on a plus de temps à disposition pour mettre ces entretiens. Néanmoins, on s'adapte aux ressources de chacun et s'il faut qu'on fasse un entretien un vendredi ou un jeudi ou un lundi, on s'organise. Mais effectivement, ça demande d'avoir une gestion de planning et d'avoir les personnes ressources qui sont là. Moi, j'ai la chance, on est 3 pharmaciens dans mon officine, on est tous les 3 formés et donc je dirais qu'il y a, sauf exceptionnellement peut-être pendant les vacances d'été, toujours au moins, de toute façon non, il y a toujours un pharmacien dans l'officine. Donc il y a tout le temps un pharmacien formé qui est là, qui pourra éventuellement répondre à cette situation. Par contre, c'est vrai que pour le patient, ça demande un peu d'anticiper. Et là, je vois, et je l'ai vu clairement, quand on a commencé à mettre les entretiens en officine, beaucoup de patients oubliaient les rendez-vous à la pharmacie. Parce que c'est pas encore inscrit dans notre logiciel que j'ai un rendez-vous chez mon pharmacien. D'habitude, j'y vais entre deux quand j'ai le temps, il va me donner les boîtes, etc. Là, j'ai un rendez-vous prévu. Et donc, nous, on a une petite procédure en place dans l'officine avec des rappels téléphoniques la veille parce que quand on a commencé à les mettre en place, j'avais quasiment un patient sur 2 qui venait pas. Et quand j'ai rappelé, il dit j'avais complètement oublié, effectivement. Donc, là aussi, ça demande un petit peu de changer les éléments. On est sur des entretiens qui durent entre 20-30 minutes idéalement. Nos premiers entretiens étaient un petit peu plus longs. Maintenant, on a un peu plus l'habitude pour les faire tourner et on arrive à maintenir le temps horaire nécessaire pour que on puisse bien cadrer et en prendre plusieurs dans l'après-midi ou dans la matinée si c'est nécessaire. Après, bien entendu, on peut faire un peu plus d'entretien que ce qui est prévu, mais voilà, c'est vrai qu'on essaye de maintenir quelque chose qui est compatible aussi avec la vie du patient ou de la patiente. Donc voilà, gestion du rendez-vous, anticiper un petit peu ses venues, mais ça arrive aussi que des patients viennent avec l'ordonnance et ils savent que de toute façon 3 jours après l'entretien était prévu, mais ils avaient un peu mal calculé pour avoir le médicament, donc il fallait le médicament tout de suite, mais ils savent qu'ils vont devoir revenir après. Donc on y arrive. Et puis il y a aussi des moments ou des périodes où les ressources sont pas là, où en ce moment ça se télescope beaucoup avec la vaccination Covid et avec la vaccination grippe qui va arriver. Et donc là, ça demande de jongler un petit peu plus pour essayer d'intercaler un rendez-vous. Moi, j'ai la chance dans ma pharmacie d'avoir vraiment un espace dédié pour les entretiens. Donc, je peux avoir en parallèle un entretien et puis de la vaccination parce que j'ai un autre espace pour ça. Je sais que certains pharmaciens ont qu'un seul espace pour faire et la vaccination et les entretiens. Donc, il faut parfois gérer un peu le changement de tâche, changer un petit peu le mobilier, désinfecter tout ça avant d'avoir les patients. Donc, voilà, ça demande aussi d'être agile au niveau de notre organisation. Ce que je remarque, c'est que si ça nous change un petit peu de notre métier de dispensateur de médicaments, j'ai en tout cas à titre personnel une satisfaction de mon équipe qui trouve que c'est une tâche importante qui valorise nos compétences, qui renforce la relation de confiance qu'on peut avoir vis-à-vis de nos patients. Et les retours personnels que j'ai vis-à-vis des patients et des patientes que j'accompagne, c'est effectivement, ils apprécient beaucoup d'avoir cet espace d'échange pour pouvoir parler de leur traitement, pour pouvoir parler de leur vie, pour pouvoir parler des problèmes potentiels liés au traitement, mais aussi éventuellement liés à autre chose. Et ils n'imaginaient pas qu'ils pouvaient aller aussi loin finalement dans les échanges avec un pharmacien qui était compétent sur la dispensation, mais aussi sur d'autres domaines. Donc, il faut qu'on arrive à un petit peu changer notre manière de faire. Patient, faut pas hésiter de solliciter vos équipes officinales ou qui vous faites confiance déjà pour la dispensation des médicaments, parce que si la demande vient de vous, je sais qu'ils feront les efforts nécessaires pour y répondre. Et puis, si jamais le pharmacien vous le propose, sachez que en tout cas, il est légitime, il est autorisé et les autres professionnels reconnaissent sa compétence. Donc, faut pas hésiter
c'est un accompagnement qui peut vous rendre service si nécessaire. Alors, il y a quelques petits freins. Moi, j'avoue que sur les patientes, notamment si on revient sur l'hormonothérapie au long cours, qui sont déjà sous traitement depuis plusieurs années, c'est vrai que la plupart du temps, quand je leur propose ces entretiens, elles me disent Monsieur Gravoulet, on vous a pas attendu. Nous, ça fait 2, 3, 4 ans qu'on les prend. Maintenant, c'est bon, quoi. On connaît. Mais par contre, les patientes qui sont sous une initiation de traitement ou qui passent en hormonothérapie, là, effectivement, parce que elles ont entendu beaucoup parler d'effets indésirables, elles ont des expériences, des retours d'autres professionnels de santé. Là, par contre, on arrive plus facilement à les motiver à faire ces entretiens. Et comme ça a été dit par le docteur Martin Babot, l'anticipation est importante par rapport à ce genre de problématique. Et donc, pouvoir en discuter, avoir le temps nécessaire pour essayer d'envisager des solutions, ça fait que les traitements sont, je l'espère, en tout cas, au final, mieux tolérés ou en tout cas mieux acceptés. Merci beaucoup. Alors, je suis obligée de fermer votre micro, docteur Gravoulet. Donc, on a une question. On a vu avec le docteur Martin Babot que parfois, il y a quand même des effets indésirables qui sont compliqués, que les femmes ne sont pas toutes du coup observantes de façon optimale. En revanche, certaines femmes arrivées à la fin du traitement d'hormonaux se demandent s'il y a un avantage à continuer l'hormonothérapie au-delà de la durée qui a été établie dans leur parcours de soins. C'est une question d'une de nos auditrices. Alors, la poursuite de l'hormonothérapie au-delà de 5 ans repose sur des critères bien spécifiques d'agressivité de la tumeur initiale, éventuellement du grade, de l'atteinte ganglionnaire. Et donc, le standard reste pour le moment 5 ans pour tout le monde et éventuellement 7 ou 10 ans pour certaines patientes spécifiques. Mais ça dépend vraiment des caractères initiaux de la tumeur, du fait qu'on ait fait de la chimiothérapie avant ou pas, du caractère ménopausé ou pas. Donc, il n'y a pas de règles comme ça pour tout le monde. En tout cas, pour les patientes qui n'ont pas ces critères, poursuivre l'hormonothérapie au-delà de 5 ans n'a pas démontré de bénéfice en termes de contrôle et de diminution du risque de rechute. Et on a plutôt même constaté que des effets secondaires au long cours s'accumulaient, notamment des problèmes d'ostéoporose et certains problèmes cardiovasculaires. Donc, une patiente qui n'aurait pas forcément d'indication à aller au-delà de 5 ans, en tout cas sur le plan de sa tumeur, je ne vais pas prolonger son hormonothérapie au-delà de ces 5 ans, puisque potentiellement, je peux induire d'autres complications au long cours qui seront liées à l'hormonothérapie elle-même. Écoutez, moi je trouve ça très intéressant, merci pour votre réponse, parce que c'est vrai que pour l'avoir prise aussi pendant 5 ans, mon hormonothérapie, on se dit c'est un peu notre bouclier anti-rechute, l'hormono. Une fois qu'on est habitué, que ça se passe bien, on n'a plus très envie de quitter le traitement. Et voilà, de se redire que tout ça, c'est finalement toujours cette balance bénéfice-risque et que vous essayez. Alors, c'est vrai que les choses évoluent. On voit bien que dans certaines situations, on va rajouter un traitement pour renforcer, on va dire, et réduire un risque de rechute. Dans d'autres cas, on va plutôt chercher à réduire les traitements. Par exemple, il y a certaines patientes qui aujourd'hui ne reçoivent plus de chimiothérapie. Parce que voilà, d'autres traitements font tout aussi bien sans cette chimio. Donc on voit que ça change et donc c'est pour ça que c'est important de rester informé et d'être régulièrement, de faire le point avec vous tous pour mieux comprendre. Mais je pense que c'est intéressant de se dire que voilà, c'est pas toujours évident de quitter un traitement, pas facile de le démarrer, mais c'est pas facile de le quitter. Peut-être que ça engendre des questions, donc n'hésitez pas à en parler avec votre médecin et votre pharmacien et puis en fait ça n'empêche pas de poursuivre des bonnes habitudes entre guillemets de vie, d'hygiène de vie et puis une surveillance adaptée sur le long cours bien entendu. On a déjà un peu dépassé notre temps de webconférence, donc on voulait vraiment vous remercier. Merci à toutes et tous pour
pour cette intervention ce soir. Il y aura un replay très utile pour faire circuler l'information, les informations partagées qui sont pas tellement, j'allais dire classiques, communes. Donc je pense que ça sera très intéressant de retrouver ce replay. Et on a un programme, parce qu'on est encore au début du mois d'octobre, qui est assez riche. Donc on vous met les liens, Oriane vous met les liens de plusieurs rendez-vous. Donc on a la semaine prochaine une webconférence sur vie intime et sexualité pour les femmes touchées par un cancer du sein. C'est un vrai sujet, cet accompagnement de la vie intime sur le long cours. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, on a des intervenants formidables et des résultats d'une enquête patiente, j'allais dire, très intéressante. On aura aussi une webconférence sur la chirurgie immédiate. C'est une proposition qui se développe et finalement, il y a peu d'informations et on a un temps d'information qui est très court pour ces patientes à qui on la propose. Donc ça sera le vendredi 20. Et puis, pour les personnes qui souhaitent s'informer ou qui sont concernées par un cancer du sein métastatique, vendredi, c'est le 13 octobre, c'est la journée mondiale du cancer du sein métastatique. Donc, il y a différents événements qui peuvent être proposés. Et nous, avec le collectif 1310 et avec l'aide de 10 mois santé, on a deux grands rendez-vous, 2 tables rondes. Le matin sur cancer du sein métastatique et travail. C'est un vrai sujet quand la maladie devient plus chronique, de rester dans la vie, dans la société et aussi de pouvoir reprendre le travail qui est à la fois une source économique, bien entendu, mais aussi d'épanouissement personnel. Et puis l'après-midi, c'est sur la thématique cancer du sein métastatique, ma vie bousculée, avec différentes propositions, des informations autour de la fatigue particulièrement, une autre session sur la précarisation liée, comment faire face à au risque de précarisation lié au cancer du sein métastatique, et puis un atelier sur justement comment, j'allais dire, envisager des changements dans ces projets de vie. Voilà, donc vous voyez plein de rendez-vous. Merci beaucoup donc pour ce soir. Rendez-vous pour retrouver les replays sur nos réseaux sociaux et mon réseau cancer du sein. Et vraiment merci à vous deux pour ces interventions et merci à Oriane pour toutes ces webconférences parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à toutes et à tous.